parle assez souvent, il le faut, de l'encadrement de la religion dans les écoles primaires, secondaires. On parle du besoin grandissant de laïcité. On parle des accommodements religieux. On parle du cours d'éthique et de culture religieuse, qui apparaît à de nombreux égards comme un outil de propagande religieuse, comme l'a montré ce matin Nadia Mabrouk. Donc on parle des écoles confessionnelles, on parle de la ségrégation des sexes, on parle des valeurs très questionnables qui peuvent y être enseignées. Donc ce sont autant de sujets qui effectivement méritent notre attention. Ceci dit, on parle beaucoup moins de ce qui est dit et prôné dans les universités en ce qui concerne la place de la religion dans la société. On oublie que la plupart des idées diffusées à ce sujet proviennent actuellement des facultés de sciences sociales où une certaine élite les cultive et les développe à l'abri des regards et de l'opinion publique. Depuis quelques années, de nombreux professeurs en sciences sociales, et en particulier ici à l'UQAM, utilisent leur position privilégiée pour empêcher que le Québec adopte officiellement la laïcité. Donc, dans ma brève présentation d'aujourd'hui, je voudrais expliquer pourquoi un si grand nombre d'universitaires et d'intellectuels au Québec rejettent si catégoriquement la laïcité. En gros, je vais montrer qu'en carburant à l'idéologie du multiculturalisme, de plus en plus d'universitaires et de futurs enseignants en viennent à adopter une position anti-laïque. Le multiculturalisme est fondamentalement hostile à la laïcité, je pense que ce n'est pas une surprise, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'un projet de préservation des valeurs nationales. En septembre 2013, on s'en rappelle, un groupe de 100 professeurs de cégep et d'université publiait une lettre dans les médias, je pense dans Le Devoir en premier, pour considérer ce qu'ils considéraient, ce groupe, comme une grave atteinte aux droits de la personne, la charte de la laïcité du Parti québécois. En décembre 2013, 112 professeurs de l'Université de Montréal récidivaient en publiant un autre texte contre cette charte et son éventuelle application dans le milieu universitaire. Toujours en décembre 2013, 60 professeurs d'université signaient un mémoire déposé à une commission parlementaire de l'Assemblée nationale pour dénoncer la charte de la laïcité. Donc, lors du grand débat qui a lieu en 2013-2014, les universitaires québécois ont presque été unanimes, du moins se sont montrés unanimes. La laïcité serait une politique raciste. Oui à la diversité culturelle, non à la diversité intellectuelle. Prôner la laïcité était vu comme une hérésie dans les nouveaux monastères de la connaissance. Le débat sur la Charte des valeurs nous aura donc au moins fait réaliser que le multiculturalisme comptait dorénavant sur de nombreuses églises académiques. Sans que toute la population ne le réalise, un immense fossé a été creusé entre elle et son intelligentsia, ou je dirais même sa prétendue intelligentsia. Les universitaires sont devenus les nouveaux curés. Il fallait guider les brebis égarées qui formaient cet indomptable peuple québécois. Mais ce n'était que le début. Depuis la Charte, mon expérience personnelle comme étudiant en maîtrise, maintenant au doctorat, m'a permis de constater que le préjugé anti-laïque des universitaires s'était encore renforcé. Les idées dissidentes, républicaines, sont censurées. La remise en cause de la liberté d'expression à l'université est directement liée à l'imposition du multiculturalisme, nouveau dogme qui prend la défense de toutes les religions, évidemment, sauf du christianisme. Par exemple, un jour, j'ai remis un travail sur l'islam, qui portait sur l'islam en France, en sciences politiques, j'étais au baccalauréat, j'avais environ 23 ans. Et en le remettant, un professeur de sciences politiques m'a dit « Mais vous ne pouvez pas aborder ce sujet-là à l'université. Vous ne pouvez pas le faire, du moins, de cette manière. Si vous voulez traiter de l'islam à l'université, il faut le faire selon les standards de la bien-pensance. Pour traiter de l'islam aujourd'hui à l'université, mais encore aujourd'hui à l'UQAM en particulier, l'UQAM qui est devenu vraiment à l'avant, l'UQAM est à l'avant-garde de la bien-pensance aujourd'hui.
Il faut présenter l'islam comme une grande religion bienveillante, pacifique, une grande religion dont tous les adeptes seraient évidemment victimes de racisme. Donc, pour bien saisir l'ampleur du phénomène, du problème, il faut réaliser que les universitaires sont cachés, mais ont une très, très grande influence sur la société. Le système les érige au rang d'autorité dont les opinions seraient scientifiques, même si on sait que les sciences sociales, dans les sciences sociales, l'objectivité totale n'existe pas. Les journalistes voient les professeurs d'université comme des grands experts. Ce seraient des scientifiques. Ce sont devenus des propagandistes. La plupart des modes idéologiques du moment, donc le multiculturalisme, le néo-féminisme, l'écriture inclusive, le décolonialisme, tous ces machins-là d'extrême gauche, naissent dans des départements qui se disent neutres, mais qui sont devenus de véritables centres de propagande. Évidemment, le problème, c'est pas que les professeurs puissent avoir des opinions et les exprimer. Le problème, c'est qu'il y ait si peu de diversité intellectuelle dans les universités. Si les professeurs peuvent avoir des avis contraires sur plein de sujets secondaires, des sujets mineurs, personne ne peut remettre en question le sacro-saint multiculturalisme. Il n'est pas interdit de le faire, évidemment, mais les plus audacieux en connaissent déjà les conséquences. Le contrôle de la pensée s'exerce de différentes façons à l'université. Premièrement, la dynamique collégiale, voire moutonnière du système universitaire, permet de chasser les esprits rebelles. La cooptation par les pairs permet aux universitaires de se maintenir en place, tout en écartant les penseurs hérétiques qui osent critiquer l'idéologie dominante. Deuxièmement, le financement des recherches et l'octroi de bourses aux étudiants est souvent, voire très souvent accordé en fonction de critères idéologiques. On finance bien souvent des pas bons. C'est ça la vérité. Résultat, les organismes subventionnaires soutiennent les professeurs et les étudiants dociles. Le système universitaire encourage le conformisme et la médiocrité. Ceci étant, pour bien comprendre le préjugé anti-laïque des universitaires, il faut nous pencher sur la nature même du multiculturalisme. Donc, on a déjà compris que le multiculturalisme était une idéologie très favorable aux religions, mais il reste à savoir pourquoi. Donc, dans la face cachée du multiculturalisme, mon dernier livre que M. Rand a présenté, vous l'avez présenté, hein? Enfin, je montre que le multiculturalisme repose essentiellement sur une vision idéalisée et fantasmée des cultures et des religions étrangères. Le multiculturalisme voit les immigrants comme des sauveurs spirituels destinés à revitaliser les démocraties occidentales considérées dans l'imaginaire comme trop superficielles, trop matérialistes, trop individualistes. Le multiculturalisme serait un ressourcement. Donc, pour la plupart des grands théoriciens du multiculturalisme, on en connaît, Charles Taylor, etc., l'Occident a besoin des immigrants pour reprendre contact avec le sentiment religieux. Le Québec n'aurait pas seulement besoin des immigrants pour des raisons économiques et démographiques, mais aussi, voire surtout, pour des raisons religieuses. Dans cette optique, le plus grave n'est pas que la laïcité soit supposément discriminatoire, mais qu'elle soit une entrave au grand projet de redressement spirituel du Québec. Ce n'est pas tout. Non seulement le multiculturalisme réhabilite la place de la religion dans l'espace public, et ça, c'est pas une grande surprise non plus, mais il revalorise les appartenances ethniques et communautaires. Le multiculturalisme divise la société en une multitude de tribus, constamment tournées vers le passé et fermées les unes aux autres. Partout, le multiculturalisme favorise la ghettoisation, le retour de l'obscurantisme religieux, évidemment du fondamentalisme islamique en particulier, l'entretien aussi de pratiques misogynes. Le multiculturalisme est communautaire et tribal. Il rompt complètement avec la logique du contrat social. Donc, loin de favoriser le merveilleux vivre ensemble, le multiculturalisme essentialise les communautés culturelles, enfermant chacun de leurs membres
dans une identité folklorique. On l'a vu Trudeau en Inde. C'est pas très sérieux. Les multiculturalistes exaltent l'authenticité des peuples dans un esprit fleur bleue, à la Trudeau. Quoi de plus fleur bleue que ce type? Dans un esprit fleur bleue qui rappelle le mythe du bon sauvage. Hein? Trudeau chez les Autochtones, bon, c'est le bon sauvage, quoi. C'est des gentils amis autochtones, mais on ne les prend pas au sérieux, ces gens-là. On est vraiment toujours dans le folklore, dans la caricature. Les communautés culturelles sont vues comme des entités purificatrices qui se doivent impérativement de conserver leurs croyances religieuses pour le bien de notre pauvre société malade. Hein, c'est donc triste, la modernité politique. Hein, c'est donc triste. On refuse que l'Occident impose son modèle rationaliste, hein, qui assèche les sociétés. On ne veut pas voir les immigrants se fondre dans la population. C'est ça, la vérité. Donc, on comprend donc mieux déjà pourquoi le multiculturalisme est aux antipodes de la laïcité. En adhérant à cette idéologie romantique et passéiste, de nombreux universitaires au Québec se retrouvent à brimer la liberté d'expression et à nous faire la morale au nom d'un projet réactionnaire, d'un projet de retour du religieux. Et ces gens-là se disent progressistes. Il y a quand même des limites, là. Pour que la laïcité retrouve enfin ses lettres de noblesse, il faudra que les facultés de droit et de sciences sociales, et l'UQAM, je le répète, c'est que ces facultés redeviennent un lieu de débat et de discussion, et non de censure, d'exclusion et d'intimidation. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Ma conférence va être un petit peu différente de celle de Jérôme, c'est-à-dire moi je vais essayer d'y aller dans une perspective à la fois historique, mais pour comprendre le présent. Évidemment, le temps est assez limité, donc je vais essayer d'être autant que possible synthétique. Mais moi, ce qu'on m'avait dit, l'entente un peu que j'avais eue avec le mouvement laïque québécois, que je remercie, que je salue pour l'organisation de ce colloque, c'était de porter sur la question de la démocratie. Pourquoi nous dit-on toujours que ça va à l'encontre de la démocratie, de prôner la laïcité? Ben moi, je vais plutôt dans le sens contraire, c'est-à-dire de montrer que la laïcité a un lien direct, clair et concis avec la démocratie, avec la question du régime politique, et plus particulièrement avec l'idée de souveraineté politique. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis quand je dis souveraineté, je ne parle pas spécifiquement de l'indépendance du Québec. Là. On sort de ce seul débat-là. C'est une question qui est à l'échelle mondiale, bien qu'il y ait un lien aussi avec l'indépendance du Québec, qu'on pense au fait que la chef d'État du Canada, Reine Élisabeth II, la Reine Élisabeth II est aussi chef de l'Église anglicane, qu'on pense au fait que dans la Constitution canadienne, il y a une mention de Dieu, de la supériorité de Dieu, si je ne me trompe pas, suprématie de Dieu, et que cette même Constitution, avec la Charte des droits et libertés, favorise un juridisme, favorise le pouvoir des juges au-dessus du pouvoir des parlements pour appliquer le multiculturalisme, pour démanteler toutes les mesures qu'on pourrait mettre en place qui iraient dans le sens de la laïcité. On l'a vécu avec la loi 101 au Québec, que la Cour suprême, au nom des soi-disant droits individuels, d'une définition bien particulière des droits individuels, a causé des centaines d'amendements à la Charte de la langue française. Si on avait adopté une charte de la laïcité, ça aurait été à peu près la même chose. Même, à mon avis, même ce qu'on appelle à tort le consensus Bouchard-Taylor, je dis à tort parce que pour qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait un vote quelconque. Qui a décidé que c'est un consensus, en fait? C'est un rapport. C'est un rapport avec des recommandations et des constats. Bon, c'est pas un consensus, ça. Cette chose étant dite, même les dispositions dedans, concernant les fonctionnaires en position d'autorité, à mon avis, finiraient par être invalidés aussi par la Cour suprême. Je ne suis pas juriste, mais j'ai pas mal l'impression, à la lumière de l'histoire, que c'est ce qui arrive. Mais revenons donc, cette mise en garde étant faite, à la question de la souveraineté, qui a toujours reposé à la fois sur la légalité et la légitimité. Ça a toujours été une espèce de tension entre les deux, qu'on appelait en Grèce antique l'auctoritas et la potestas d'un côté et de l'autre. Et on essaie toujours d'avoir un équilibre entre légitimité et légalité. On essaie que la légalité, autant que possible, trouve ses sources dans la légitimité, justement. Pendant longtemps, évidemment, la légitimité qui était évoquée dans les pouvoirs politiques, c'était celle du divin. C'est encore le cas d'Élisabeth II, c'est encore le cas de certaines monarchies où
dit-on, le pouvoir est puise directement de Dieu. Bon. Mais, cette chose étant dite, la souveraineté s'est construite, néanmoins, qui dit souveraineté dit pouvoir temporel, par opposition au pouvoir spirituel. Ça a été ça dans l'histoire en tout temps. Puis, d'ailleurs, c'est un concept, souveraineté est un concept très connu au Québec. On a nos souverainistes ici. C'est très connu en France aussi. Aux États-Unis, ça l'est moins. C'est l'Independence Day qu'on fête à chaque année. On parle d'indépendance et non pas de souveraineté. Mais les Américains eux-mêmes ont appris en 1928, quand il y a eu l'affaire de l'île Palmas, où il y avait une contestation sur qui avait la souveraineté sur l'île en question, sur qui l'avait. Est-ce que c'était le Pays-Bas qui plaidait que dans les faits, il l'exerçait, ou c'était les États-Unis qui plaidaient les textes juridiques? Donc là encore, là c'était une opposition entre le pouvoir effectif et le pouvoir décrété, le pouvoir formel, le pouvoir juridique. Mais bref, tout ça pour dire que, comme le dit l'arbitre unique dans l'affaire de ce jugement-là, l'indépendance, c'est la souveraineté, c'est la même chose. Mais l'idée de la souveraineté, c'est jamais quelque chose d'absolu non plus. Hein. Prenons par exemple l'idée qui était présente chez les vieux philosophes de souveraineté sur la nature. Il est clair que ce n'est pas une souveraineté totale. Il est clair que si, par exemple, sur la nature, vous avez le pouvoir de reboiser les forêts, de construire des barrages, d'essayer de contrôler la marée, vous ne contrôlez pas les vagues de froid, vous ne contrôlez pas les vagues de sécheresse. Donc la souveraineté, c'est pas même le plus totalitaire des pouvoirs souverains ne peut pas même avoir accès aux consciences des gens. Rappelons-nous George Orwell, 1984, c'est un combat permanent pour être capable de prendre contrôle des mentalités. Mais ça, c'est donc... Mais je dirais même que la souveraineté, elle repose aussi sur les limites qu'elle s'impose à elle-même. Ça vient avec. Puis c'est ça l'idée aussi d'une souveraineté démocratique. L'idée de souveraineté, ça vient du latin classique, du mot superus, qui veut dire supérieur. Puis il faut dire que les Grecs anciens aussi avaient mis en place des traits contemporains de souveraineté. Les frontières, le droit, les systèmes d'organisation politique. Par la suite, puis là, faut faire l'histoire bien rapidement, c'est que si on voit la Renaissance italienne, ce fameux moment où nous dit-on, nous avons tourné la page sur, possiblement, partiellement du moins, sur l'absolutisme, les doges italiens, c'était des cités-États qui étaient terrestres ou maritimes. Mais, comme c'était le cas, par exemple, à Venise, on a mis en place une assemblée du peuple. Donc déjà, on commençait à dire que le pouvoir devait venir de la volonté populaire, que la légitimité qu'un pouvoir allait pouvoir tirer venait de la légitimité populaire, et non pas d'un pouvoir divin qui serait au-dessus de nos têtes. Et même avant ça, dans la France du Moyen-Âge, même quelques siècles avant la Renaissance, quand vous prenez par exemple le roi Philippe le Bel, qui lui a appliqué l'État comme puissance indépendante et inaliénable. Il s'était entouré de conseillers qui étaient formés au droit romain, donc ça tranchait beaucoup avec la théocratie, avec le féodalisme à l'époque. Dire qu'au siècle à peine, au siècle d'avant, le pape s'opposait au Saint-Empire romain germanique sur qui devait avoir le véritable pouvoir. Mais là, un siècle plus tard, le roi de France, lui, applique plutôt un pouvoir de l'État, puis en 1296, il applique un impôt sur les biens de l'Église. Donc c'est comme ça. Le pouvoir d'imposition, c'est essentiel dans la souveraineté. Comme on le voit, les premiers balbutiements en France, c'est directement en étant prêt à appliquer le pouvoir sur le pouvoir spirituel. Et puis même en 1301, quelques années plus tard, ce même roi fait même arrêter l'évêque de Pamiers pour outrage au pouvoir royal. Puis il y a eu un paquet d'autres actes après ça qui vont succéder. Le roi a réuni les représentants de l'ordre politique à Notre-Dame de Paris. Donc c'est une symbolique de dire, c'est sur notre territoire, même si c'est dans vos murs soi-disant sacrés, c'est sur le territoire où le pouvoir est celui du roi et non pas celui du pape. Puis en plus, à l'intérieur des murs de Notre-Dame de Paris, la décision qui a été prise à ce moment-là avec les représentants de l'ordre politique français, c'est d'interdire aux évêques de pouvoir se rendre à Rome. C'est dire à quel point c'est un pied de nez qui est en train de se faire à ce moment-là. Mais évidemment, le contrôle du territoire et le contrôle de la libre circulation aussi des gens, c'est pas nouveau dans une monarchie où le pouvoir était absolu, mais c'était quand même inusité qu'on le faisait contre le pouvoir du pape. C'était quand même très très nouveau. Ça là-dessus. Puis même le pape a été arrêté en 1305. Et puis ça a été, cette période-là a été la fin de l'aspiration à un empire chrétien universel. Puis
Puis je rappelle que cette fin de l'aspiration à un empire chrétien universel est donc liée à un litige qui est lié au pouvoir d'imposition. Donc, la construction même des États modernes, des États souverains modernes, se fait par des premiers balbutiements, si on peut dire, de laïcité. Même si le mot n'avait rien à voir, puis même la réalité n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la laïcité. Mais par la suite, même sous le roi Charles VII, avec le Luxembourg et avec l'empereur des Romains, on s'entend pour supprimer une redevance qui est versée à Rome. Ça amène à l'adoption de ce qu'on a appelé la pragmatique sanction, donc qui stipule que le roi est gardien des droits de l'Église sur le territoire français. Donc c'est un statut spécial pour l'Église catholique. Là-dessus, on est loin de la laïcité parce qu'on dit que le roi protège les droits de l'Église catholique, mais en même temps, ça implique une limitation du pouvoir supranational du pape. Parce qu'on est en train de dire que c'est le roi qui s'en occupe maintenant, directement. Puis ça stipulait aussi que les évêques allaient être élus par les chapitres, et les évêques et les abbés, pardon, allaient être élus par les chapitres et par les monastères. Donc vraiment, la construction de l'État français se fait progressivement par opposition à celle du pape. Sous François Ier, ça va encore plus loin, c'est l'État proactif. En 1539, c'est la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts qui réforme les juridictions cléricales, qui applique aussi le français comme langue commune de l'administration française au détriment du latin, donc au détriment de la langue cléricale. Puis ensuite, sous Henri IV aussi, en 1595, qui est intéressant, la bataille de Fontaine française. Ça, c'est une bataille qui, pour la première fois, allie les Huguenots et les catholiques contre le roi d'Espagne. Donc, pour la première fois, il y a une union de gens de confessions différentes contre un pouvoir politique. Donc, où la polarisation ne se fait pas sur la question religieuse. Évidemment, par la suite, l'édit de Nantes, qui abrite dans un territoire qui pourtant était officiellement catholique, qui protégera désormais les droits des protestants. Mais par la suite, au sortir des guerres de religion, c'est là où est né l'État-nation contemporain comme on le connaît. Le grand penseur de cette question-là, c'est Jean Baudin, qui est très connu, qui est le penseur de la nation moderne, c'est-à-dire une nation territoriale, une nation où la religion n'est pas le principal vecteur d'unification. Et Jean Baudin, qui est connu pour ses 6 livres de la République, qui pensait la souveraineté moderne, mais il a aussi publié un autre livre qui s'appelait « Des secrets cachés, des choses sublimes entre 7 savants qui sont de différents sentiments ». Il y a eu plusieurs titres, plusieurs traductions, c'est en vieux français, c'est absolument illisible. Je ne sais pas s'il y a eu des traductions en français contemporain, mais bref, l'idée est la suivante, puis c'est extrêmement complémentaire à sa pensée sur la souveraineté quelques années plus tôt. C'est l'idée que 7 savants, un peu dans la tradition des vieux philosophes grecs, se réunissent pour penser, à l'aide de la raison, ce que doit être l'avenir de leur collectivité. Ce que doit être l'avenir supérieur, ce que doit être l'intérêt supérieur de cette collectivité-là. Donc, avec des arguments liés à la raison, ils s'entendent sur un paquet de choses. J'insiste avec des arguments liés à la raison. Mais il y avait une question sur laquelle ils ne s'entendent pas, c'est est-ce qu'il y a un Dieu et quel Dieu doit-on honorer? C'est là-dessus où là, la raison ne parvient pas à trancher. Donc, ils finissent par s'entendre en disant si la raison ne tranche pas de la question du divin, il faut la mettre de côté. Il faut la retirer du débat public. On ne peut pas trancher publiquement de Dieu par rapport aux décisions de la collectivité. Donc, nous l'enlevons du débat public et donc, inconsciemment, donc indirectement, nous la renvoyons au domaine privé. On la laisse, puisqu'on ne peut pas par la raison trancher de ce qui doit être fait là-dessus, on laisse la liberté à tous et chacun, dans le domaine privé, d'embrasser le divin qu'il souhaite ou de ne pas l'embrasser. Puis par la suite, évidemment, niveau philosophie politique, chez Hobbes, qui est un des premiers penseurs, Thomas Hobbes avec le Léviathan, un des premiers penseurs de la philosophie politique contemporaine, qui pense un pouvoir aussi qui ne peut être divin. Donc tout cette espèce de rappel historique-là, ça prouve notamment une chose, parce que souvent on dit toutes sortes de choses sur la laïcité, je trouve que c'est un concept qui est extrêmement mal compris, et extrêmement, parfois, mal débattu aussi. D'abord, on l'associe souvent, c'est vrai que c'est un concept qui vient de France, mais on l'associe souvent à la loi de 1905. C'est faux. La loi de 1905, elle est d'inspiration laïque, mais on ne peut pas confondre un principe, qui est un processus, qui se décline dans plusieurs mesures, avec une loi. On ne peut pas confondre les deux. D'ailleurs, la loi elle-même
qui est une loi de paix sociale, qui est une loi qui met fin au concordat, qui est une loi de compromis à plusieurs endroits, mais il n'y a aucune mention dans la loi de la laïcité, d'ailleurs. C'est une erreur d'associer l'un à l'autre, de dire tout est là. Tout comme, d'ailleurs, y aurait-il eu cette, à mon sens, mal nommée Charte des valeurs, j'aurais préféré Charte de la laïcité, mais ça ne serait pas la laïcité au Québec. Ça serait une étape dans un processus qui s'inscrit dans un principe qui est plus large, qui a connu son histoire au Québec, avec la Révolution tranquille, puis même avant, contrairement à ce qu'on pense, le régime du Plessis n'est pas celui qui a donné le pouvoir à l'Église. Le pouvoir à l'Église, il était signé dès les premières ententes avec le pouvoir britannique. C'était déjà réglé à ce moment-là. Où l'institution cléricale a eu une espèce de rapport à la fois de collaboration avec Ottawa, qui a eu un rôle un peu complexe parce qu'il a contribué en bonne partie à faire sauver le fait français, mais qui en même temps a gardé les Canadiens français dans une espèce d'état d'inféodation aussi. Puis il est vrai aussi que sous Duplessis, on n'a pas remis en question ce pouvoir-là, puis que le projet conservateur de l'Union nationale était en tout point conforme à celui de l'Église catholique. Mais au niveau direct des rapports avec les institutions, rappelons-nous que M. Duplessis disait « les évêques mangent dans ma main », il ne disait pas le contraire. Donc là-dessus, il n'y avait pas nécessairement ce n'était pas lié à un gouvernement, c'était une dynamique structurelle dont on s'est sorti progressivement à partir des années 60. Il y a des reculs aujourd'hui, mais tout ça pour dire que la Charte de la laïcité n'aurait pas été la laïcité au Québec. Ça n'aurait pas été synonyme. Mais puisqu'on parle de ce que n'est pas la laïcité, c'est important de comprendre ça aussi, la laïcité, ce n'est pas une protection des religions. Pour l'unique raison qu'elle ne reconnaît pas les religions officiellement. Elle sait qu'elles existent, mais elle n'en reconnaît ouvertement aucune. Ce qu'elle reconnaît, par contre, c'est la liberté de conscience, qui revient à la liberté de religion ou de non-religion, qui revient aussi au droit au blasphème, qui revient au droit de critiquer les religions. C'est le droit fondamental de chacun, puisque la religion est un système de pensée, de détester une, plusieurs ou l'ensemble des religions, ou de les aimer toutes ou d'en aimer une seule. C'est le droit fondamental de chacun. Mais ce n'est pas, ça vient avec la laïcité, mais ce n'est pas directement son principe non plus. Ce ne sont pas des synonymes. Puis, la laïcité n'est pas non plus, même si je vous dis que c'est un droit à la critique des religions, ce n'est pas une critique de la religion elle-même. Oui, je trouve parfaitement légitime qu'on débatte du sens du voile, ou du sens du kirpan, ou du sens du turban, mais la laïcité n'est pas un débat sur la signification de ces signes-là, c'est un débat sur leur place dans la société, par contre, entre autres choses. Sur la place du signe. Donc la laïcité est un mode d'organisation sociale. C'est pour ça que ça me fait rire quand on nous dit, j'ai même déjà entendu l'expression totalitarisme laïque, alors que le totalitarisme, c'est plutôt qu'on fait fondre, qu'on met fin à la vie privée, qu'on fait fondre la frontière entre la vie privée et la vie publique et le pouvoir politique. La laïcité, c'est plutôt de raffirmer la frontière entre les deux, entre le public et le privé. C'est ça la base même de cette organisation, de ce mode d'organisation sociale-là. Donc, même aujourd'hui, pour revenir encore à Jean Baudin, qui nous dit on enlève la question religieuse du débat public, on l'envoie dans la sphère privée, la base était là, tout est là, tout est tellement clair comme de l'eau de roche là-dedans, que je ne comprends pas encore qu'on puisse aussi mal définir cette question-là. Il doit y avoir évidemment beaucoup de mauvaise foi. Combien de temps? 2 minutes. 2? OK. Donc, ça pour dire, d'autant plus qu'à l'époque contemporaine, à l'époque qui est la nôtre, alors que les sociétés sont multiethniques, multiconfessionnelles, c'est encore plus pertinent d'avoir la laïcité. Parce qu'à l'époque où il n'y a qu'une seule religion, supposons que dans une collectivité, tout le monde ait la même religion, bon ben, on peut dire à ce compte-là que le pouvoir politique va représenter la religion partagée par tous. Mais là, à l'époque où il y en a une multitude, c'est encore plus pertinent qu'il n'y en ait pas une officielle, publique, commune. Ça devrait aller de soi. Donc, je résumerai finalement la laïcité comme le gros bon sens. Je vous remercie.